On commence à y être habitué depuis la version 3.9 de Python. Tous les ans, à l'automne, une nouvelle version voit le jour. Dans cette vidéo, on va donc passer en revue les principales nouveautés de la version 3.12 de Python. Les nouveautés sont moins nombreuses que l'année dernière avec la version 3.11, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes, notamment au niveau des f-strings, des messages d'erreur et des annotations de type. Chaque année, on fait des vidéos et des articles de blog très complets. Vous pouvez retrouver tous ces articles pour les années précédentes et pour cette nouvelle version de Python en allant voir les liens dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas également de mettre les pouces bleus, ça aide énormément, donc mettez-le tout de suite, comme ça c'est fait. C'est vraiment ce qui nous permet de vous proposer du contenu gratuit, comme la dernière vidéo qu'on a sortie sur la chaîne, qui est un projet de près de 3 heures, 100% gratuit, dans lequel on met en ligne un site. Donc on le fait vraiment de A à Z jusqu'à la mise en ligne du site sur un serveur privé virtuel. Donc je vous mets un petit lien ici sur la vidéo pour aller la voir. Vous trouverez également le lien dans la description. Et si vous souhaitez apprendre Python, on a tout ce qu'il vous faut sur Docstring. On a énormément de contenu gratuit et on a notre formule d'accompagnement qui vous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans votre apprentissage. Donc là encore, je vous mets tous les liens dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Et voilà pour l'intro, on va donc commencer avec les nouveautés. J'y suis allé dans un ordre croissant. On va commencer avec les nouveautés assez simples qui ont quand même pas mal d'impact. Et vers la fin de la vidéo, on verra des notions un peu plus avancées, notamment concernant les annotations de type. Et bien sûr, n'oubliez pas à nous dire en commentaire quelle est la fonctionnalité de cette version 3.12 qui vous intéresse le plus. Alors on va commencer avec la première nouveauté sur les f-strings qui notamment permet maintenant d'ajouter le même type de guillemets à l'intérieur d'une expression comme on le voit ici, et ce qui n'était pas possible auparavant de façon assez logique puisque le guillemet qu'on rajoutait ici par exemple fermait la f-string. Donc maintenant ce n'est plus un problème et vous voyez ici qu'on a donc un double guillemet au début de la chaîne de caractères, donc du f-string. On a le même double guillemet ici, donc on n'a pas besoin de changer comme on le faisait avant en utilisant par exemple des guillemets simples et des guillemets doubles. Là, on peut tout le temps garder des guillemets doubles ici, ce qui nous permet par exemple ici de faire un join avec une virgule sur notre liste de fruits. On a également le multiligne qui est disponible sans avoir besoin d'utiliser de backslash et on verra également par la suite qu'on peut désormais utiliser des backslash et des caractères Unicode qui est donc une autre nouveauté de ces f-strings. Donc là, vous voyez ici que désormais, je peux faire une f-string avec des simples guillemets. C'était possible auparavant en mettant des guillemets triples, comme ceci, donc comme quand on faisait en fait un commentaire multiligne ou une chaîne de caractères multiligne. Et dans ce cas-ci, c'est possible maintenant avec un seul guillemet. Donc là, on peut faire la même chose. Voici votre liste de courses avec là encore les guillemets qui sont les mêmes que les guillemets qu'on a utilisés pour ouvrir notre f-string. Et ensuite, on peut tout mettre à la ligne ici. On peut même mettre des commentaires et ça ne pose aucun problème dans cette version 3.12. Dernière chose, donc comme je vous disais, on peut utiliser également des backslash, ce qui peut être pratique par exemple ici pour faire un retour à la ligne. Donc là encore, on utilise join pour joindre tous les éléments de cette liste avec un retour à la ligne. Et on peut, grâce au backslash qui est désormais possible, également utiliser cette syntaxe pour utiliser des caractères Unicode. Donc là, vous allez voir ce que ça donne. Si j'exécute ce script, on a ici donc les cœurs qui sont affichés, donc qui sont des caractères Unicode qu'on indique grâce à ce /n ici et le nom du caractère qu'on souhaite afficher. Donc vous voyez, tout ça, ça fonctionne et tout ça n'était donc pas possible auparavant. On aurait eu des erreurs de syntaxe avec la version 3.11 de Python. D'autres nouveautés intéressantes sur les messages d'erreur, donc ça on le voit de plus en plus à chaque version de Python, les messages d'erreur sont de plus en plus précis, donc ça c'est assez appréciable pour les débutants, même si je trouve personnellement que c'est souvent en fait des erreurs qui nous sont spécifiées par nos IDE, comme vous le voyez ici avec Visual Studio Code. Donc là en fait on a tout simplement oublié le self. Auparavant donc Python n'aurait pas été capable de nous dire précisément qu'on a oublié le self, et avec la version 3.12 c'est désormais quelque chose qu'il va nous conseiller. Donc vous voyez ici qu'on a précisément l'endroit où on a oublié le self et il nous indique voilà, est-ce que vous ne vouliez pas en fait dire tout simplement self.blesh, et donc c'est ça effectivement qu'on a oublié ici. Donc il faudrait ici rajouter le self pour ne plus avoir l'erreur. Mais comme je vous le dis, toutes ces erreurs là qu'on va voir, c'est des choses qui nous sont spécifiées, qui nous sont indiquées en fait par notre IDE. Si je viens ici, on voit bien que j'ai ici le message d'avertissement en fait qui nous dit que la variable n'est pas définie. On a ensuite d'autres choses sur les imports notamment. Donc là encore, c'est quelque chose que je trouve appréciable, mais qui n'est pas forcément très utile. Par exemple, ici, avec la deuxième erreur, en fait, on n'a pas importé le bon nom. Donc normalement, chain map, ici, ça s'écrit avec des majuscules. Et là encore, comme je vous dis, je trouve pas que c'est une grande nouveauté parce que, comme vous le voyez ici, avec l'autocomplétion dans nos éditeurs, eh bien, c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Ça peut être utile pour vraiment des débutants qui n'auraient pas des IDE comme ceux qu'on utilise habituellement, comme Visual Studio Code ou PyCharm. Mais généralement, même quand on commence la programmation, on installe ces outils. Donc là,
si j'essaye la deuxième erreur, la nouveauté c'est que là, vous voyez, là encore, en fait, il va aller rechercher dans le module pour nous dire peut-être que vous vouliez dire à la place chain map. Donc auparavant, il nous aurait donc juste fait un import error et là, il nous dit voilà, vous vouliez probablement dire chain map comme ceci et c'est effectivement ça qu'on voulait dire. Donc voilà pour le deuxième type d'erreur. Il y a la même chose avec des oublis d'import. Donc par exemple avec le module 6 ici qu'on n'a pas importé, si je lance le script, là encore, voilà, est-ce que vous n'avez pas oublié d'importer le module 6? Donc là encore, c'est quelque chose qui va nous être signalé par notre IDE. Ici, 6 is not defined, donc on se rend bien compte ici qu'on ne l'a pas importé. Dernier cas de figure, on a des choses un peu plus intéressantes au niveau des f-strings. Donc ça, c'est une dépendance directe des nouveautés sur les f-strings. C'est qu'on a des messages d'erreur un peu plus précis. Donc là, par exemple, ici, vous voyez qu'on a défini 3 variables et qu'on a oublié ici de mettre les virgules entre ces différentes variables. Donc là encore, on va avoir un message d'erreur un peu plus explicite qu'auparavant, puisque si je lance le script, cette fois-ci, vous voyez qu'on a précisément des indications ici que le problème se trouve à cet endroit-là. Alors qu'avec la version 3.11, on n'aurait pas eu quelque chose d'aussi explicite. Je vais vous le montrer ici. Si j'utilise Python 3.11, pas 4.11, mais 3.11, avec ces messages d'erreur, vous voyez, là, en fait, on n'a pas la ligne au complet. Donc, on a ici une indication que c'est bien X, Z, Y ici qui pose problème, mais ce n'est pas forcément très clair. Là, avec la version 3.12, on a toute la ligne qui est affichée avec les petits chapeaux ici, les accents circonflexes qui nous indiquent précisément où se trouve l'erreur. Et on nous indique ici, donc ça n'a pas bougé entre la version 3.11 et 3.12, que probablement, en fait, on a tout simplement oublié la virgule entre les différents éléments ici qui sont à l'intérieur de la f-string. Au niveau des annotations de type, on a un nouveau décorateur qui peut être assez intéressant, notamment quand on fait de la surcharge. Donc là, ici, vous allez voir en fait qu'on va overrider, comme on dit en bon français, une méthode qui est dans une classe de base. Et on peut désormais indiquer, grâce à ce décorateur, donc @override, que cette méthode est censée faire une surcharge de cette méthode getColor. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir des cas de figure dans lesquels, par exemple, si j'enlève ça ici, on va avoir un problème. Et sans ce décorateur, eh bien, ça ne serait pas détecté, si vous voulez, par notre type checker comme MyPy. Donc je vais vous montrer ici. Là, en fait, on a bien donc notre méthode getColor et on spécifie que cette méthode ici, elle va overrider getColor. Donc là, pour l'instant, si je lance mon terminal, je vais lancer le script ici. Donc là, tout fonctionne. Si j'utilise MyPy avec donc ce fichier override, je ne vais avoir aucun problème. Donc, on n'a aucune issue, donc aucun problème qui n'a été trouvé. Par contre, si je fais par exemple une erreur de frappe, donc au lieu de getColor ici, si je fais une erreur et que je mets getColor comme ceci, là, on va avoir une détection d'erreur avec MyPy qui va nous dire donc que cette méthode est marquée comme override, mais qu'on n'a aucune méthode ici qui a été détectée. Donc, on n'a aucune méthode en fait qu'on va overrider directement. Donc ça permet d'éviter voilà, des erreurs de frappe comme ceci, ou si par exemple on a donc un override ici et qu'un développeur décide d'enlever cette méthode dans la classe de base, donc là je vais juste mettre un pass, là encore on aura une détection d'erreur, donc je vais relancer et là vous voyez qu'en fait on a donc ces deux méthodes qui sont indiquées comme des overrides, mais dans la classe dont on hérite, donc la classe de base, on n'a pas cette méthode d'override. Donc si j'enlève ce décorateur, on n'aura pas de détection de problème avec MyPy. Vous voyez, aucune issue qui a été trouvée. Et donc cet ajout avec ce décorateur, ça nous permet de spécifier explicitement que ces méthodes vont surcharger des méthodes dans la classe de base et que si donc elle n'est pas là ou que si on a fait une erreur ici comme on l'a vu avec la syntaxe qui était différente, eh bien on aura cette détection qui va être faite par MyPy. Donc là encore, une façon un peu plus explicite de spécifier les choses avec le module typing pour éviter ce genre d'erreur. On continue avec les annotations de type, avec des nouveautés qui nous permettent d'éviter pas mal d'imports et de logique ici, comme vous le voyez. Donc ça, c'était avec les versions avant la version 3.12. On devait définir des types génériques de cette façon, donc avec un type var ici. On devait répéter les choses également, puisque là, vous voyez qu'on crée une variable et on doit répéter le nom de cette variable ici. Et on avait pas mal de mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut devenir assez compliqué. Mais par exemple, ici, on devait définir si c'était un covariant. Donc, il y avait les covariants et les contravariants, un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Et donc, on devait le spécifier ici. Vous voyez que là, donc, on a donc la répétition. On utilisait également un tiré du bas pour spécifier que l'on était dans l'espace global, etc., etc. Donc, il y a plein de choses ici qu'on devait faire auparavant pour ces annotations de type qui permettaient de spécifier ici qu'on avait un type qui était lié à la classe string qu'on voulait utiliser, donc un type générique par rapport à cette classe. Et désormais, on peut faire ça de façon beaucoup plus simple. Donc la nouvelle syntaxe, c'est celle-ci. On peut spécifier donc de la même façon qu'on va avoir un type de string ici, mais on n'a plus besoin d'utiliser donc toute cette syntaxe ici. Donc ça enlève le besoin de l'import. Donc vous voyez qu'on peut remplacer toute cette syntaxe ici
par juste cette syntaxe. Donc ça enlève l'import, ça enlève le besoin de définir une variable ici avec la redondance sur le nom de la variable et avec la spécification ici. Donc c'est quelque chose qu'on faisait aussi par convention, de spécifier dans le nom de la variable si on était avec un covariant. Donc ça donnait des choses assez compliquées qui sont maintenant désormais beaucoup plus simples. Donc comme je vous dis, on rentre pas mal dans le détail. Je vous montre un autre exemple ici avec une fonction. Donc là encore, on avait un import qui était nécessaire avec type var. On avait le tiret du bas donc pour la convention. On avait la répétition du nom ici. Et donc ça faisait beaucoup de choses redondantes. Et donc cette fois-ci, on peut juste utiliser cette syntaxe ici qui est beaucoup plus épurée. On continue avec les annotations de type. Alors accrochez-vous, là ça devient un petit peu plus complexe. Pour bien comprendre les nouveautés ici, il faudrait déjà comprendre un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Donc on a eu différentes PEP qui ont été ajoutées pour les annotations de type. Le problème, c'est qu'avec les quarks ici, on ne pouvait spécifier qu'un seul type d'annotation pour tous les quarks. Le problème ici, c'est que je vais avoir différents types. Par exemple, ici, pour le name, on s'attend à avoir une chaîne de caractères. Et pour l'année ici, on s'attend à avoir un nombre entier. Donc moi, ce que j'aimerais envoyer ici, c'est à name une chaîne de caractères et à year un nombre entier. Donc le problème, c'est que si je lance mon type checker ici, donc je vais lancer dans un terminal, alors je vais juste lancer le script ici, donc là on a bien le script qui fonctionne, sauf que si j'utilise mypy ici pour le quarks typing, on va avoir un problème ici parce que vous voyez qu'on s'attend ici à avoir uniquement des chaînes de caractères et moi je lui ai envoyé à la fois une chaîne de caractères et un nombre. Donc le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas spécifier qu'on va s'attendre à avoir différentes choses. Donc auparavant, les développeurs ont ajouté d'autres PEP qui nous permettaient d'utiliser des typed dict, donc c'est des dictionnaires en fait qui sont typés, qui nous permettent de spécifier grâce aux annotations de type là encore, qu'on va s'attendre par exemple ici à avoir la clé nom qui va être une chaîne de caractères et la clé year qui va être un nombre entier. Mais ce n'était pas encore suffisant parce que là, si j'utilise du coup cette classe movie, donc ce type dict pour spécifier qu'on s'attend à avoir un movie, eh bien là, en fait, on va s'attendre à avoir que des instances de movie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, on s'attendrait à avoir ça ici. Donc, si je commente ce premier appel de fonction et que je le mets ça comme ça, je relance donc mon mypy et là, ça fonctionne. On a bien no issues detected. Puisque là, en fait, on s'attend à avoir une instance de movie et là, c'est bien ce qu'on lui passe. On lui passe un dictionnaire avec le name qui est une chaîne de caractères et l'année qui est un nombre entier. Sauf que nous, c'est pas ça encore qu'on veut. Nous, on veut pas lui envoyer différentes instances de dictionnaires comme ça, avec par exemple movie1 qui est égal à un dictionnaire, movie2 qui serait égal à un autre dictionnaire sous cette forme. Nous, ce qu'on veut, c'est lui passer directement ça ici. Donc, lui passer une clé nom qui est sous forme de chaîne de caractères et une clé année qui est sous forme de nombre entier. Donc, ce qui a été rajouté ici dans le module typing, c'est une instruction ici qui s'appelle unpack et qu'on va pouvoir passer ici. Et donc, ce qu'on indique ici avec unpack, c'est qu'on ne veut pas donner des instances de type dict comme ceci, donc des instances de dictionnaire avec ce dictionnaire complet. On veut unpacker, si vous voulez, ces éléments. Et donc là, on s'attend vraiment à avoir le name string et le year int qui sont donnés comme ça dans notre fonction. Donc là, si je commente, il va falloir qu'avec mon mypy, hop, je vais copier cette ligne ici, puisqu'il faut que j'active en fait des incomplete features, puisque là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'est pas encore avec toutes les versions de mypy et de Python qui sont encore 100% sorties. Il va falloir attendre encore un petit peu avant que tout ça soit implémenté correctement partout. Donc là, j'enable en fait cette feature incomplète de unpack. Et vous allez voir que là, si je lance, donc cette fois-ci, avec ce flag ici, on aura bien no issues found. Alors que si je reviens avec cette façon de faire, donc là, on aura une issue qui va être détectée. Puisque là, vous voyez, on n'a pas le bon keyword argument pour movie. On s'attendait en fait à avoir, donc comme je l'ai fait ici, un name avec une chaîne de caractères et une année avec un nombre entier. Et là, on lui a passé directement un dictionnaire complet. Donc voilà pour l'unpack. Comme je vous dis, ça devient un petit peu plus spécifique. Mais ça permet donc avec les type dict qui ont été ajoutés, si je ne me trompe pas, dans les versions 3.10 à peu près de Python, ça nous permet, grâce au type dict et au unpack, de spécifier précisément en fait dans les quarks qu'est-ce qu'on s'attend à avoir à l'intérieur de la fonction et donc d'éviter les erreurs de façon préventive avec un type checker comme mypy. Donc voilà pour les principales nouveautés. Je vous laisse aller voir l'article que j'ai mis dans la description de la vidéo pour voir tout ça un peu plus en détail avec ces exemples de code que je vous ai montrés et avec toutes ces explications un peu plus détaillées. On a également pour finir deux nouveautés quand même assez intéressantes que vous n'allez pas en fait utiliser directement mais qui sont quand même intéressantes à connaître. On a tout d'abord en fait une nouveauté sur le GIL, donc le Global Interpreter Lock, qui va permettre en fait de créer des sous-interpréteurs si vous voulez. Donc ça va être une grosse nouveauté notamment pour les prochaines versions. Pour l'instant, en fait, on y a juste accès via l'API C de Python, mais ils vont préparer en fait pour la version 3.13 une API Python qui permettra de l'utiliser. Il y a déjà une PEP qui est en cours de rédaction que je vous mettrai également dans la description de la vidéo.
Et en fait, ça va être beaucoup plus intéressant par la suite pour, par exemple, utiliser Python de façon multi-threaded, donc en utilisant tous les cœurs de votre ordinateur. Donc là encore, je rentre pas dans les détails, mais vous allez voir que ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. C'est des trucs qu'on voit pas forcément passer, mais qui vont avoir un grand impact pour l'avenir de Python. On a également des compréhensions de listes plus rapides, donc ça c'est assez intéressant si vous les utilisez régulièrement, que ce soit compréhension de listes, de dictionnaires ou même de sets. On va avoir un gain de performance qui va aller jusqu'à x2, je crois qu'en moyenne on est dans les 11% si je me souviens bien, mais des fois ça va jusqu'à x2, puisqu'en fait auparavant il fallait créer une fonction anonyme à chaque fois pour processer en fait cette compréhension de liste, et là ils sont passés en fait par un autre mécanisme qui fait que ça va beaucoup plus vite. Donc moi personnellement j'aime beaucoup les compréhensions de liste, je les utilise assez régulièrement, donc voilà un petit gain de performance qui fait que ça peut aller jusqu'à 2 fois plus rapidement dans certains cas de figure, donc c'est toujours appréciable. Et je vous laisse également aller voir dans la documentation toutes les nouveautés. Comme d'habitude il y a beaucoup de choses qui bougent, notamment dans la librairie standard avec Pathlib, avec le module OS, il y a toujours beaucoup de choses qui sont modifiées, ajoutées ou enlevées, donc n'hésitez pas à aller voir la documentation pour voir tout ça et lire un peu plus concrètement sur tout ce qui a été changé directement depuis la documentation et les PEP. Et voilà pour les nouveautés. N'oubliez pas le pouce bleu si ce n'est pas encore fait et dites-nous en commentaire quelle est la fonctionnalité qui vous intéresse le plus dans cette version 3.12. Je vous remets également le lien vers notre dernière vidéo avec près de 3 heures de formation gratuite pour créer et mettre en ligne un projet complet de A à Z avec Python.